Il me semble que cela suppose un travail de longue haleine, des intermédiaires, un cheminement, mais qui permettrait, alors le cheminement ça passe, Daniel Vaillant en parlera probablement par l'officialisation du cannabis thérapeutique, donc il y a des choses quand même qui se font à petits pas. Ça c'est un point important. Et si vous me laissez juste encore une minute, je pense que ce qui est important aussi, c'est de retrouver de la démocratie, de réintroduire du politique dans les quartiers. Ce qui me frappe quand même beaucoup, c'est la variété et la diversité des initiatives qui viennent du bas, qui sont dans leurs multiples aspects. Mais en même temps, il y a des forces des quartiers, ce que j'appelle des forces des quartiers. Ce sont les femmes, ce sont des jeunes, ce sont des rappeurs, ce sont des collectifs, ce sont des associations. Et d'ailleurs, on ne les oublie pas, on sait qu'elles ont un certain poids, ces associations, y compris les associations culturelles ou encore religieuses. Mais le problème, c'est qu'on leur met des bâtons dans les roues. Le problème, c'est que ces associations, ces forces des quartiers, elles se butent constamment à des freins institutionnels, à des blocages, parfois bureaucratiques. Et donc, il me semble que, justement, réintroduire du politique, ça serait ouvrir des espaces pour le dialogue. Pour vous donner un exemple, et je m'arrête là-dessus, à Saint-Ouen, quand il y a eu le problème qu'il y a eu à Rago, il y a eu effectivement une intervention forte de la police et qui était sans doute nécessaire. Et en même temps, il y a eu une mobilisation des habitants. Et en même temps, il y a eu une appropriation des espaces publics par les habitants. Qu'est-ce qui a été le plus décisif par rapport à la situation telle qu'elle existe aujourd'hui? Les CRS ou les habitants? Sans doute les deux, mais ça peut permettre de faire réfléchir aussi sur l'efficacité du pouvoir de mobilisation des habitants, ce qui suppose, pour que ce pouvoir soit réel, en même temps qu'on laisse des espaces et qu'on ne cherche pas à un peu verrouiller ces espaces de mobilisation, ce qui est peut-être une tendance naturelle, mais une tendance qui ne fait pas le jeu de la démocratie. Or, il me semble que, encore une fois, dans les quartiers, au-delà de la question très complexe de l'insécurité, on a besoin de considérer qu'au fond, l'intégration politique est première sur l'intégration sociale, et qu'en considérant des gens comme des citoyens, on avancera beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Pas dans la langue de bois, deux petites infos avant qu'on passe aux questions et à vos questions et aux réponses. D'abord, un petit détail technique mais qui a son importance. Pourquoi on est tout rouge et on a soif sur la scène? Parce qu'on a la lumière, et vous pouvez vérifier, vous avez la clim qui marche, et nous on l'a pas. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, c'est juste qu'on a très très chaud. Et deuxième petite info, et très soif également. Notre partenaire est arrivé. Bonsoir, juste derrière, et donc vous pourrez retrouver l'ouvrage de Michel Kokoreff et Didier Lapéroni tout à l'heure, on peut le faire dédicacer, mais également ceux de nos autres intervenants. Alors je dois avoir des collègues dans la salle avec des micros baladeurs, voilà. Ok, ne levez pas tous la main en même temps, c'est pas grave. La première question toujours un peu difficile, passons à la deuxième. Voilà, ici. Oui, là, ici, là, la dame a levé la main. Bon, derrière vous, madame, le micro, s'il vous plaît. Parlez bien dans le micro. Je voulais seulement poser une question à monsieur. J'aimerais savoir dans quel quartier il habite. Dans le quartier de Lourdes, dans le 19e arrondissement, à côté de la porte de Pantin. Mais je vais vous dire une chose, ça explique tout. Mais je vais vous dire une chose pour être vraiment honnête. Bien sûr qu'il y a une ironie dans votre question. Mais je peux vous assurer que dans les quartiers, même si je n'y habite pas, je passe du temps. Oui, attendez le micro parce que sinon personne ne l'entend. D'ailleurs, si tu peux me le monter un petit peu, là, chef. Oui, bonsoir. En fait, j'ai une petite question. Monsieur sociologue, en fait, vous avez parlé de tout, sauf pour moi qui vit dans un quartier populaire. Donc la question est, avez-vous déjà pensé que tout cela n'est pas intentionnel et voulu par les politiques pour leurs propres intérêts? Oui, non mais je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien considérer,
c'est que la situation dans les quartiers populaires, telle qu'elle existe aujourd'hui, à Aulnay, à Saint-Denis ou ailleurs, elle est le produit d'une construction politique, institutionnelle. C'est le produit de 40 ans de politique publique, et notamment de politiques qui ont conduit à des formes de peuplement qui débouchent tout droit aujourd'hui sur le ghetto. Donc, effectivement, on ne peut qu'abonder, et c'est pas une personne ou une autre personne en même temps. C'est un processus, une construction politique collective, c'est plusieurs générations. Quand les élus d'une ville bien connue des Hauts-de-Seine décident de prendre toutes les familles lourdes, tous les cas lourds, et de les amener à Nanterre, au sein de l'office départemental des HLM, ils ont une action politique sur la construction des cités. Et évidemment, les élus nanterrois, je parle un peu pour eux, vous me le permettrez, qui se disent « Ah, quelle bonne affaire, on va récupérer un électorat », ne se rendent pas compte qu'en fait, ils vont récupérer des gros problèmes. Bon. Et ils mettent 20 ans à s'en sortir de cette situation. Donc, ce n'est pas incriminer quelqu'un en particulier, ni un parti, que de considérer que, effectivement, la situation dans laquelle on se trouve est le produit d'une, je répète le mot, même s'il est un peu savant, d'une construction politique. Mais on pourrait dire d'une certaine manière que la diffusion des drogues, et de certaines drogues en particulier, qui ont fait beaucoup de morts, est aussi une construction politique. Pour le dire très rapidement, l'héroïne est aux habitants des cités ce que l'alcool a été aux Indiens. Et oui, et bien sûr, et ça tout le monde le sait. Alors après, comment on sort de cette situation-là aujourd'hui, ça devient plus compliqué. Et donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais bien sûr qu'il y a une responsabilité collective immense, et que c'est du coup totalement injustice de se retourner vers les gens qui habitent les quartiers et de les traiter de gens qui sont différents, voire dangereux, comme s'ils étaient eux responsables d'une situation qui est beaucoup plus large. Si c'est le sens de votre question, je vais dans ce sens. Madame. Voilà, bonsoir. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Bonsoir. J'allais vous poser une question parce que je trouve que c'est la responsabilité du gouvernement d'avoir parqué tous ces gens-là depuis les années 60. Ils ont fait les écoles sur place, les magasins sur place. Donc on était, c'est un genre de ghetto. On était tous ensemble. On ne sortait pas à l'extérieur. On avait tout sur place. Et après, ces jeunes-là ont grandi. Ils n'ont pas eu la chance de faire des grandes études parce qu'on mettait des bâtons dans les roues pour la carte scolaire. Donc je trouve que c'était voulu par le gouvernement. Parce que maintenant, on récolte ce qu'ils ont semé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Parce que maintenant, les jeunes sont défaitistes. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de grandes études, il n'y a pas de formation. Donc vous avez récolté ce que vous avez semé il y a 30 ans. Une autre remarque, intervention, je vois une main qui se lève, et là j'ai deux mains. Juste là, il y a d'abord la dame derrière, au fond, je la vois mal parce que j'ai le spot dans le dos. Et monsieur derrière le poteau. C'est bon. Vous nous avez parlé de comment desserrer les taux. Et dans cette rubrique, vous avez parlé aussi de la réappropriation du terrain par les habitants. On entend de plus en plus parler de gens qui reprennent possession du hall de leur immeuble. Ce sont des individualités, enfin, c'est un groupe d'habitants. Mais évidemment, tout va dans le hall voisin. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait soutenir toutes ces initiatives qui sont prises par des gens qui en ont ras-le-bol, qui vivent ça tous les jours? Et comment? Parce que dès que, dans n'importe quelle cité, quelqu'un dit qu'il y en a marre et on devrait faire ça, on devrait mobiliser, on devrait faire une pétition, on devrait se montrer, immédiatement on dit « Ah non, il ne faut pas parce qu'il va y avoir des représailles, surtout il ne faut pas te montrer parce qu'on va trouver des pneus, on va faire ci, on va faire ça ». Alors ceux qui ont envie de se battre, quels moyens vont leur être donnés pour qu'ils se réapproprient le terrain? Voilà, c'était ma question. C'est le nœud du problème, hein, et donc c'est important de les identifier, mais pour quand même essayer une réponse. Moi je pense qu'effectivement ce sont des actions peut-être gadgets qui peuvent faire sourire, mais qui sont une manière de se réapproprier un territoire quand un collectif, parce que ce ne sont pas des habitants isolés, quand un collectif d'habitants décide de faire une fête dans ce hall
de faire des réunions régulièrement, et donc ce faisant, de dire aux gens qui occupent le hall, en général, vous voyez, c'est à nous aussi. Et en général, les cohabitations, moi j'ai un certain nombre d'exemples en tête, les cohabitations fonctionnent bien. Alors, après, est-ce que ça suffit? Bien sûr, ça ne suffit pas. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on ne peut pas espérer d'avoir des collectifs qui soient forts dans une situation de crise, de pauvreté, de stigmatisation, je veux dire, quand on ne sait pas comment on va finir le mois, on ne pense pas à se mobiliser. C'est évident. Donc, c'est là où le rôle des pouvoirs publics, me semble-t-il, est très important. Et je pense que, à la fois, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et je ne veux pas dire on n'a rien fait, tout est nul. C'est pas du tout le propos. Mais il me semble que de soutenir ces initiatives de développement, d'occupation, de les valoriser, de les reconnaître, de reconnaître les gens qui en sont à la tête, je pense que ce sont des choses qui sont faites ici et là. Donc ce sont des choses qui sont peut-être relativement banales, mais qui sont une manière de prendre la mesure du problème, qui est le suivant. C'est qu'au fond, les dealers ont occupé l'espace public à partir du moment où il a été déserté par les institutions et les habitants. Point barre. C'est pas la responsabilité de vous, c'est une responsabilité collective. La nature a horreur du vide. Et je vais vous dire, il se passe la même chose pour la religion. Il se passe la même chose pour la religion. On pourrait prendre des quartiers, alors je vais prendre Marseille parce que c'est loin et parce que je connais bien. Il y a des quartiers qui sont complètement abandonnés. C'est une ville étatisée, Marseille, c'est pas du tout la capitale euro-méditerranéenne qu'on veut croire, mais il y a des quartiers, l'État a disparu, la municipalité n'en veut pas. C'est des quartiers qui sont laissés à l'abandon. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent. C'est des centaines de gens qui arrivent. Dans certains quartiers du 15e arrondissement, à côté des puces. Ça s'appelle les crottes, c'est un drôle de nom. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on les loge? Comment on leur donne des soutiens? Qui va s'occuper? Je vous laisse deviner qui s'occupe de ces gens-là et qui remplit le vide. Et donc, c'est pas les dealers. C'est pas les dealers. C'est pas de ce côté-là. C'est du côté de la religion. Du côté de minorités qu'on peut nommer radicales, qui ne sont pas représentatives. Et en même temps, elles sont radicales, mais elles font du boulot, elles font du social, donc elles ont une légitimité. Je pense que c'est aussi prendre la mesure des problèmes que de dire ça. La nature a horreur du vide, occuper l'espace c'est un petit pas, mais dans un certain nombre de situations, il faut être voilà, pragmatique. Hein. Et l'idée de la reconnaissance, quand même, moi je voudrais y insister, je sais que je suis en présence d'élus, de gens qui sont aux manettes, donc je peux donner l'impression d'être sur mon nuage, n'est-ce pas, moi qui habite dans le 19e arrondissement, bref, un bobo. Bon, mais quand même, la reconnaissance, plutôt que les freins. Il y a 3 jeunes qui font une association, ouais, c'est du communautarisme. Non mais c'est ça qu'il faut casser. C'est ça qu'il faut casser, et on n'a pas d'autre solution, à mon sens, et là, je m'arrête parce que, bon, à mon sens, soit on continue à essayer de faire ce qu'on a voulu faire depuis 30 ans, avec des succès, quelques-uns, et soit on change de route. Et le changement de route, c'est avec les gens. C'est pas simplement développer les territoires, c'est aider les gens. C'est très clair, pour moi. Il est à vous, le micro, je vous laisse, s'il y a encore une question. Oui, bonsoir, Daniel Jacob. Je vous ai bien entendu, donc on a su où c'est que vous habitez, vous avez voyagé beaucoup, et vous avez certainement parcouru beaucoup d'endroits, je dirais pas d'endroits, mais presque. Et vous avez évoqué les associations qui étaient bloquées. Moi, je pense que dans beaucoup de communes, les associations sont surtout subventionnées par les communes. Ouais, justement, c'est le problème. Et, c'est partie du problème. D'accord. Et en fait, vous avez parlé je dirais, de surface libre, c'est-à-dire d'espace libre. Et je voudrais savoir, l'espace libre, c'est pas les citoyens qui laissent libre, c'est les institutions, dont l'État, dont les départements, dont les communes, peut-être qui laissent ces espaces libres aux autres, comme vous évoquez, certains leaders, certaines religions, etc. Donc il y a bien une responsabilité de l'État qui laisse les endroits libres qui sont récupérés par certaines personnes auxquelles, eux, ils mettent la main et font leur loi. Mais la solution de tout ça, parce qu'on en parle depuis 30 ans, comme vous disiez, il faut aujourd'hui commencer à parler de solutions. C'est bien joli de dire on fait ci, on fait ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a M. Daniel Vaillant qui est là, j'espère qu'on aura des réponses positives et constructives, puisque je vois que le maire de Sevran est là et il connaît bien la situation au Bedot, auquel il souffre et il va encore souffrir, hein, parce que